Bonjour, aujourd'hui on va commencer à modéliser cette pièce. Dans notre projet de modèle réduit de bateau modulaire. Pour rappel, cette série de vidéos fait suite à une première série pour les grands débutants qui s'appelait Bien démarrer avec FreeCAD. Donc s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à suivre, je vous conseille de consulter cette première série de vidéos. Donc on va parler aujourd'hui de plusieurs thèmes. Déjà, on va voir comment on démarre une modélisation des volumes élémentaires en partant de notre idée. Et on va utiliser les ateliers Part Design et Sketcher. Et c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir certaines fonctions, comme par exemple la fonction symétrie qu'on va utiliser pour commencer la modélisation de cette pièce. Alors la pièce que vous avez ici, c'est la coque, c'est la partie centrale de la coque des premiers bateaux modèles réduits qu'on va concevoir. Donc c'est le résultat qu'on va chercher à obtenir aujourd'hui, même si on n'ira pas jusqu'au bout je pense, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et pour commencer ce type de modélisation, on commence toujours par créer un schéma. Voilà le type de schéma qu'on peut faire pour commencer ce type de modélisation. Alors pour rappel, on voulait que nos pièces soient comprises dans un encombrement de 200 mm par 200 mm, et donc là c'est bien sûr le cas dans ce schéma. Vous voyez ici les volumes élémentaires qui vont nous permettre de modéliser cette pièce. Donc j'ai décidé dans un premier temps qu'on aurait un profil comme celui-ci et qu'on ferait une extrusion de matière dans cette direction. On peut imaginer que cette partie-là, si on décidait d'imprimer en 3D cette pièce, cette partie-là serait sur le plateau de l'imprimante 3D et que l'imprimante 3D imprimerait petit à petit cette pièce dans cette direction. Pour modéliser la pièce, j'ai choisi déjà de commencer par modéliser ce profil. Ensuite, d'extruder ce profil pour créer un volume. Ensuite, de créer une symétrie à partir du volume de droite créé par symétrie le volume de gauche. Et ensuite, de rajouter les petits éléments de renfort sur chacune des faces des extrémités de la pièce. Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui en termes de modélisation, mais il y a déjà pas mal de choses à voir. Allez, on commence. Donc je commence par créer une nouvelle pièce, un nouveau fichier. Ce fichier, je vais tout de suite l'enregistrer pour lui donner un nom. Et je vais l'appeler coque 200. Sachant que on sera peut-être amené par la suite à créer d'autres coques de longueur différentes, mais sur le même modèle. Voilà, je vérifie que je suis dans l'atelier Part Design, c'est ici. Je rechoisis Part Design, très bien. Je vous rappelle que moi j'utilise la configuration de souris Gesture, ok, et que en choisissant ici votre configuration, vous pouvez changer la manière dont la souris interagit avec la fenêtre 3D. On va commencer par créer une esquisse. Donc je vais ici dans créer une esquisse. Le logiciel me propose de choisir un plan de référence. Eh bien, moi je vais choisir le plan XZ qui est aligné avec ce qu'on appelle ici avant. Ça me va très bien. Et je vais donc dessiner ma forme. Si je fais un dessin grossier de la forme de ma coque,
je peux faire quelque chose comme ça. Je vais choisir plutôt la fonction créer une polyligne, ici. Clic gauche. On voit qu'à côté de mon pointeur est devenu une petite croix et que on retrouve une petite icône qui désigne polyligne. Voilà. Et donc, ma coque, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. C'est une vue grossière. C'est un schéma grossier de ma coque. J'ai fait un polygone. Mais en fait, ce que je souhaite faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de faire le profil de la demi-coque et plus tard de faire une symétrie. Donc, en réalité, ce que je dois dessiner, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Voilà. Maintenant, comment vais-je positionner cet élément? Je vais commencer par effacer les lignes à l'extérieur que je ne vais pas utiliser. Je fais un clic droit, vous voyez que mon pointeur va changer si je fais clic droit. Je sors en fait de la fonction polyline, polyligne, et maintenant mon pointeur est devenu un outil de sélection. Je peux sélectionner avec un clic gauche cette ligne, un autre clic gauche cette autre ligne, clic gauche, 4 lignes sélectionnées, elles sont vertes, j'appuie sur Supr, et elles s'effacent. Donc voilà le profil grossier de ce que j'ai envie de sélectionner. Maintenant, comment je vais le positionner par rapport au point central de mon esquisse? Eh bien, je vais décider que ce point que je sélectionne, il est en vert, et ce point, qui est le point central de mon esquisse, vont être coïncidents. Contrainte coïncidente. Donc on peut considérer que sous cette ligne, sous ce plan médian en 3D, je vais avoir toute ma pièce, et donc on peut considérer que la partie supérieure du bateau, le pont, les superstructures, etc., seront au-dessus de ce plan. Super. Mais en fait, le profil que j'ai dessiné ici, il est un peu différent du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, on est quand même... C'est pas la même chose. Ça nous donne une idée grossière, mais c'est pas la même chose. Par contre, ça peut déjà me permettre de déterminer l'encombrement de ma pièce. Je vais sélectionner cette arête, clic gauche, et mettre une contrainte dimensionnelle. Contrainte de distance horizontale. Voilà. Et je vais mettre 100 mm. 100 mm, c'est la demi-largeur de ma coque. Si je regarde mon schéma de départ, je vois que la hauteur de cette partie est 90 mm. Parfait. Donc je sélectionne, clic gauche, cette arête. Je lui donne une contrainte de distance verticale. Et je tape 90. Entrée. Voilà. J'ai déjà l'encombrement global de mon profil de demi-coque. Et maintenant, je voudrais définir l'angle entre ce segment et ce segment, ou entre ce segment et ce segment, peu importe. Je sélectionne cette arête, je sélectionne cette deuxième arête. Vous voyez que elles sont en vert foncé, et je vais leur mettre une contrainte angulaire. Ici, contrainte angulaire, on me propose 59 degrés, mais moi je voudrais quelque chose qui ressemble plus à 85 degrés. Voilà. Et là, j'ai défini mon profil un peu grossier de ma demi-coque. Vous voyez que tout est contraint puisque tout est en vert fluo. Donc ces lignes définissent le contour, si vous voulez, l'encombrement de
du profil de ma demi-coque, mais ce ne sont pas les lignes qui vont me permettre de dessiner précisément mon demi-profil, qui ressemble plutôt à ça. En fait, ces lignes que j'ai créées, ce sont plutôt des lignes de construction qui me donnent des repères dans l'espace, mais qui ne sont pas les lignes qui vont être utilisées pour faire l'extrusion, la protrusion. Donc ces lignes, je les sélectionne à nouveau, clic gauche, j'étire ma fenêtre, sans relâcher le clic gauche, je relâche. Vous voyez que les lignes sont passées de vert fluo à vert foncé. Et maintenant, je vais passer les lignes en géométrie de construction. Voilà. La couleur change. On est bleu clair. Une ligne de construction, je vais vous en tracer une rapidement. Une ligne de construction qui n'est pas entièrement contrainte sera bleu foncé. Et une ligne de construction entièrement contrainte, elle passe au clair. C'est exactement comme les lignes classiques. Vous voyez, elles sont blanches quand elles ne sont pas contraintes. Et si je les contrains entièrement, et il faut aussi que je positionne par rapport à une référence, pardon, aussi dans le plan vertical. Voilà. Donc là, j'ai entièrement défini cette ligne. Elle est donc vert clair, et si je la sélectionne, elle s'affiche vert foncé. Allez, on efface ces deux lignes, et on revient à la construction de notre demi-coque. Donc maintenant, je vais dessiner le profil exact. Vous voyez, j'ai le contour ici, j'ai un contour grossier, et je vais aller un petit peu plus loin pour dessiner le contour exact. Donc c'est ces lignes que maintenant je vais devoir dessiner. Ok ? C'est parti. Alors, je reprends mon outil polyligne. Ok ? Et je vais créer une ligne en partant de ce point. Vous voyez que quand je m'approche du point déjà contraint, du point existant, l'icône de contrainte de coïncidence apparaît. Ça veut dire que si je clique maintenant, on me crée un point coïncident avec le point existant. Je fais la même chose ici. Je fais la même chose ici. Et je fais un point sur cette ligne, comme ceci. Et vous voyez que le dernier point créé a bien été créé avec une contrainte de coïncidence entre le point et la ligne. L'avantage de l'outil polyligne, vous voyez, c'est qu'il enchaîne les lignes sans que j'ai besoin à chaque fois de créer les deux points. Il utilise le point précédent pour créer la ligne suivante. On verra plus tard dans une autre vidéo, je pense, comment utiliser l'outil polyligne de manière plus optimisée pour pouvoir faire des arcs de cercle, etc. à la suite des lignes, mais pour l'instant, on utilise juste la fonction basique polyligne. Alors, nouveau point, je pourrais le créer juste à la verticale du point précédent, mais voilà, pour manipuler un peu les contraintes, pour m'amuser un peu, je le mets un petit peu plus sur la gauche, un point ici. Vous voyez que je respecte plus trop la forme finale, mais ça va nous permettre de travailler un peu sur les contraintes. Et pour fermer mon profil, je me rapproche à nouveau de ce point, ou alors non, je vais le mettre ici, le point. Je pourrais me rapprocher de ce point et cliquer quand la petite icône de contrainte de coïncidence apparaît, mais je vais aller carrément plus loin, et on va créer la contrainte différemment. Vous voyez que mon pointeur montre toujours l'icône polyligne, et là, il veut encore continuer à faire un nouveau trait. Pour sortir de cette fonction, clic droit sur ma souris, hop, et mon pointeur redevient un outil de sélection. En tout cas, il a
il a arrêté de me créer la polyligne. Il a considéré que c'était la fin de la polyligne. Mais je suis toujours en polyligne, comme le montre le pointeur. Donc je clique à nouveau sur le clic droit. Et voilà, maintenant j'ai récupéré mon outil de sélection. Première chose, je vais faire en sorte que ces deux points soient coïncidents. Je clique un premier point, il devient vert. Je clique ce point, il est vert également. Donc les deux points sont sélectionnés. Et je vais dans Contrainte coïncidente. Les deux points sont maintenant coïncidents. Cette droite, je voudrais qu'elle soit horizontale. Je la sélectionne, elle devient vert. Contrainte horizontale. Cette droite, je voudrais qu'elle soit verticale. Je la sélectionne. Vous avez deviné, je vais chercher contrainte verticale. C'est magique. Ici, on va faire la même chose. Contrainte verticale. Évidemment, je pourrais sélectionner j'aurais pu sélectionner plusieurs droites et demander en une seule fois contrainte verticale. Ça fait le même effet. On peut sélectionner 1000 droites et leur demander de toutes devenir verticales en même temps. Cette droite ici, je la veux horizontale, pardon. Et voilà. Par contre, cette droite, je ne la veux pas verticale, mais je la veux bien parallèle à celle-ci. Alors, deux solutions. Soit je crée une contrainte dimensionnelle, j'impose un angle entre cette droite et celle-ci de 85 degrés, mais la manière la plus propre de le faire, c'est de demander que cette droite et cette droite, qui sont maintenant toutes les deux sélectionnées, soient parallèles. Et voilà. Donc maintenant, on a une forme qui se rapproche déjà beaucoup plus de ce qu'on souhaite représenter, c'est-à-dire ça. Mais on a toujours ce problème, les dimensions ne sont pas les bonnes. Typiquement, l'épaisseur là ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Et puis, on n'a pas les arrondis. Alors, une méthode pour faire les arrondis, il y a toujours plusieurs méthodes évidemment pour faire quelque chose dans une esquisse ou dans un modèle CAO en général. La méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est cette fonction qui s'appelle congé d'esquisse en préservant les contraintes. Donc alors, si on fait dérouler un petit peu le menu, ici, on voit qu'on a deux options. Soit congé d'esquisse, vous voyez, sans le petit point rouge, soit congé d'esquisse préservant les contraintes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, congé d'esquisse préservant les contraintes? Ça veut dire, en gros, que ce point va être conservé dans mon esquisse et qui va me permettre, par exemple, de lui imposer des contraintes. Donc, c'est ça que je vais choisir. Pour faire ça, je vais donc dans la fonction. Vous voyez que mon pointeur indique une petite icône de congé. Ensuite, clic gauche sur une première arête, clic gauche sur une autre arête adjacente. Et vous voyez que automatiquement, le logiciel m'a créé un arc de cercle qui est tangent avec cette droite ici. On voit le petit symbole ici. Et tangent avec cette autre droite en haut. Là, on se rapproche déjà beaucoup plus de ce qu'on voulait faire. Et on pourrait faire évidemment la même chose ici. Voilà. Donc vous voyez maintenant qu'on a des droites en blanc qui définissent notre esquisse, mais qu'elles sont toujours en fait contraintes par les éléments de construction qu'on avait fait au départ pour gérer l'encombrement de notre demi-pièce. On y est presque pour cette esquisse, mais on va juste fermer l'esquisse et voir ce que ça donne dans l'environnement 3D. Alors, dans l'environnement 3D, vous voyez que là, c'est pas très bien centré. Je vous rappelle une astuce qu'on a déjà vue. Je peux aller ici et faire tout afficher et l'ensemble de ce que j'ai dessiné apparaît à l'écran bien centré. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici notre esquisse.
qui est verte parce que je l'ai sélectionnée. Si je clique en dehors de l'esquisse, elle redevient blanche. Si je la sélectionne, elle est verte. Et on ne voit que les lignes et pas les lignes de construction. Et en fait, c'est bien ces lignes qui vont être utilisées par les fonctions suivantes. Par exemple, les fonctions de protrusion ou d'extrusion, ça dépend comment vous l'appelez. Et ça vous donne une idée du résultat de notre esquisse. Revenons dans l'esquisse pour la terminer. Double clic gauche sur Sketch. On lui donnera un nom plus correct par la suite. Et maintenant, on va imposer les dernières dimensions qui nous permettront de finaliser l'esquisse. Alors première chose qui me dérange, avant d'imposer des dimensions plus précises sur l'épaisseur et sur la longueur de cette arête, c'est que je vois que ici, les deux arcs de cercle ne sont pas concentriques, et donc c'est pas exactement ce résultat que je cherchais à avoir. Pour rendre les deux arcs de cercle concentriques, eh ben, je vais sélectionner les deux centres, celui-ci et celui-ci, un clic gauche sur chaque centre, et je vais imposer une contrainte coïncidente. Voilà. Maintenant, si je déplace ce centre, on voit que les deux rayons évoluent en même temps, et que voilà, la géométrie me paraît plus correcte. Alors, il nous reste quelques petites contraintes dimensionnelles à figer. Déjà l'épaisseur. L'épaisseur ici et l'épaisseur ici, je veux qu'elles soient identiques. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut déjà que j'impose que cette arête et cette arête, donc je clique sur chacune d'entre elles, elles soient égales. Contrainte d'égalité. Et maintenant, je vais imposer à une de ces deux arêtes, celle-là par exemple, que je sélectionne clic gauche, une contrainte dimensionnelle. Là, j'ai choisi, puisque c'était une arête verticale, j'ai choisi de lui imposer une contrainte dimensionnelle verticale. Et je vais mettre 5 mm. 5 mm. On voit que les épaisseurs ici, ici et ici ont toutes évolué de la même manière. Pourquoi? Parce que déjà j'avais imposé une égalité entre cette arête et cette arête, donc c'est tout à fait logique. Et aussi parce que par le jeu de contraintes précédentes, comme ces deux droites sont parallèles, que là il y a une tangence et là il y a une tangence, eh ben, il n'y avait pas d'autre choix pour le modèle que de laisser 5 mm ici. Si on veut vérifier quelle est l'épaisseur ici, on ne peut pas sélectionner ce point et demander une contrainte, une longueur horizontale. Ça n'a pas de sens puisque ce qui nous intéresse, c'est pas la distance horizontale entre ces deux points, mais c'est la distance entre ces deux droites. Donc on fait annuler. On va plutôt demander la distance entre ce point et cette droite. Donc je clique sur ce point, clic gauche, et sur cette droite, clic gauche. Et on va demander une contrainte dimensionnelle quelconque. Donc ici, horizontale, verticale, et quelconque, quand on est dans tous les autres cas. Vous voyez que le système m'indique bien 5 mm, mais tout se met en rouge, et en fait, cette contrainte ne peut pas exister parce qu'elle est redondante avec les autres contraintes, avec celle-ci, avec la coïncidence, avec la tangence, avec cette autre contrainte d'égalité qu'on a créée ici. Donc si je veux juste afficher la distance de 5 mm entre ces deux droites, il faut que j'appuie, que je coche référence. Et OK. Qu'est-ce que c'est une référence? En fait, ça donne juste une information sur la distance, mais ça ne contraint pas le modèle. Et du coup, le modèle n'est pas surcontraint. C'est bon, on a géré l'épaisseur. Maintenant, il y a plusieurs choses. Il reste deux éléments qui peuvent continuer à bouger. Je peux sélectionner ce point et le déplacer.
Ça veut dire que la longueur de cette arête n'est pas figée. Et puis, je peux déplacer ce point, je peux changer ce rayon là. Ça veut dire que voilà, il faut qu'on impose un rayon pour un de ces deux cercles. On commence par ici, clic gauche. J'impose une contrainte de distance horizontale. Et je vais choisir par exemple 20 mm. Peut-être 25, peut-être 25. Donc double clic. Je peux changer avec la flèche ici, ou je peux taper 25 et appuyer sur Entrée. Ok, voilà, 25 c'est pas mal. Maintenant, voyons ce qu'on va choisir pour définir le rayon, le congé là, du bas de ma coque. Je sélectionne cet arc de cercle et je choisis ici, vous voyez, j'ai plusieurs types de contraintes. Contrainte de rayon, contrainte de diamètre ou contrainte automatique rayon-diamètre. On va choisir ça par exemple et on va voir ce qu'il me propose. Alors il me propose un rayon de 35 mm. Tout à l'heure on a choisi 25, on va tester 25. Est-ce que visuellement c'est bien ou pas? Allez, partons sur 25. De toute façon, bien sûr, on aura la liberté plus tard de modifier. Vous voyez que j'ai mis cette dernière contrainte, et comme par magie, l'esquisse qui était blanche est devenue vert fluo, ça veut dire qu'elle est entièrement contrainte. Et d'ailleurs, on a un message du solver qui nous dit entièrement contrainte. C'est un bon signe pour dire on a terminé de contraindre entièrement notre esquisse. C'est un bon signe, on est prêt à passer à la suite et à fermer l'esquisse. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de déplacer les points comme on l'a fait tout à l'heure, mais normalement c'est plus possible. Vous voyez, si c'est entièrement contraint, il n'y a plus rien qui bouge. On ferme l'esquisse. Elle apparaît, elle est toujours sélectionnée, et on va lui donner un nom. Donc clic droit, renommer, et on va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler profil demi coque. Entrée. Alors quand je crée des noms, j'essaye déjà de trouver des noms qui parlent, hein, et puis de ne pas mettre d'espace. Voilà, c'est plus simple, et dans certaines fonctions, c'est une bonne habitude à prendre parce que pour certaines fonctions, ou pour certaines macros, ou pour certains logiciels extérieurs à FreeCAD, parfois les éléments qui ont des espaces ou des caractères spéciaux, des accents, etc., sont pas pris en compte, ça peut créer des bugs. Donc je vous conseille de toujours utiliser des noms avec parlant, sans espace. À la limite, le tiret bas, le tiret du 8, ça fonctionne aussi si vous voulez séparer les mots. Ça rend la chose peut-être plus lisible, mais je vous conseille de ne pas utiliser de caractères trop bizarres, d'accents, de dollars, de choses comme ça qui peuvent créer des problèmes par la suite. On a un demi-profil, et bien maintenant ce demi-profil, on va lui faire subir une extrusion, ou une protrusion, comme on l'appelle dans FreeCAD. Alors j'ai sélectionné la fonction protrusion, je suis rentré dans l'interface de protrusion. De base, le logiciel me propose une protrusion de 10 mm. Si on se souvient, nous on voulait quelque chose qui fasse plutôt... Ah, j'ai plus le schéma ici. Ah, mais si, c'est là. 200 mm de long. Donc, allons-y pour 200 mm. Voilà. Si je clique dans la zone 3D, clic gauche, vous voyez que la pièce se met à jour. C'est pas mal pour afficher. Je ne suis pas obligé d'appuyer sur OK pour qu'elle se mette à jour, parce que ça me ferait sortir de cette interface. Et il y a aussi un élément que je voudrais vous montrer. Si dans mon modèle, je fais apparaître les plans de référence, donc je sélectionne Origine, j'appuie sur la barre d'espace, on voit que les plans de référence apparaissent. Je vais
sélectionner les axes. J'appuie sur espace à chaque fois et j'efface les axes pour que ce soit plus lisible. Pareil pour le plan, ce plan et pour ce plan. Il me reste ce fameux plan en fait qui était le plan sur lequel j'ai fait l'esquisse. Très bien, je reviens dans l'onglet tâches. Ok, donc je suis dans l'interface qui me permet de gérer ma protrusion. Hop, 200 mm. Mince, je suis sorti. Désolé. Mauvais réflexe. Donc je reviens, double-clic gauche. Je reviens dans l'interface de protrusion. Et donc, vous voyez, la protrusion a été réalisée dans cette direction, à partir de ce plan, dans cette direction. Mais j'aurais pu aussi choisir de faire la protrusion symétrique au plan. Donc dans ces cas-là, les 200 mm sont séparés en deux, 100 mm dans ce sens-là, 100 mm dans ce sens-là. Ou encore, j'enlève symétrique au plan et inversé. Inversé, plutôt que d'aller dans cette direction, eh ben, ça va dans la direction inverse. C'est plutôt ça que je vais choisir, pourquoi pas. On est pas mal. 200 mm. Et je fais OK. Et voilà. Première protrusion, première étape de la création de cette pièce. On a déjà bien avancé. Je vais effacer ce plan, en tout cas le cacher. Donc je sélectionne clic gauche, barre d'espace. Voilà. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, on va donner un nom à ce volume. Donc on va l'appeler clic droit, renommer. On va l'appeler demi-coque. C'est bien. Ok. J'appuie sur Entrée. Voilà. Étape suivante, on voulait passer de ce profil, ou plutôt de ce volume, à ce volume. C'est-à-dire qu'on va créer une symétrie, faire une symétrie, pour pouvoir obtenir ce volume. Et bien pour ça, vous voyez que la fonction symétrie est ici. Et pour pouvoir le faire, là je vais le faire avec une seule fonction, la fonction demi-coque, mais ça marche aussi avec plusieurs fonctions. Dans ce cas-là, il faudrait sélectionner plusieurs fonctions. Mais là, je commence par sélectionner demi-coque et j'appuie sur l'invite de fonction symétrie. Alors, c'est magique. Le logiciel m'a tout de suite trouvé une symétrie qui marche. On voit que là, dans les fonctions sélectionnées, il y a demi-coque et que la référence de symétrie utilisée, le plan, c'était ce qu'il appelle axe d'esquisse verticale. Alors moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre, si j'ouvre le menu déroulant, il me propose plein de choses qui sont intéressantes. Des lignes de construction qui doivent sûrement appartenir à la première esquisse qu'on a créée, mais aussi des choses qui sont plus visibles et plus compréhensibles pour moi. Par exemple, le plan XY. Le plan XY, c'est celui-là. C'est un plan de référence du modèle. Voilà. Si j'appuie là-dessus, eh ben, il va me faire une symétrie par rapport à ce plan. C'est pas ça que je veux. Le plan XZ, c'est ce plan ici. C'est pas non plus la symétrie que je souhaite. Celle que je veux, c'est en fait celle-là, par rapport à ce plan, YZ. Donc c'est important quand vous faites vos géométries de ne pas forcément choisir la géométrie proposée au départ par le logiciel. C'est bien de comprendre et de savoir ce qu'on fait. Vous voyez, là, cette fois-ci, elle était bonne dès le départ, la symétrie, mais ça me parlait d'un axe vertical, un axe d'esquisse verticale. Moi, je ne sais pas de quel axe il s'agissait, donc je préfère choisir un des plans de référence. C'est plus parlant. Et j'appuie sur OK. Transformation réussie. On est bien. Vous voyez que maintenant, une nouvelle fonction qui s'appelle Mirrored a été créée. Je vais aussi lui donner un nom, par souci de clarté. Clic droit, renommer, et on va l'appeler coque.
Voilà. Il y a quelque chose que j'aime moyen sur ce modèle, c'est que vous voyez que ce plan et ce plan, en fait, sont coïncidents. De même que cette face et cette face. Pourtant, le modèle m'a créé une arête ici, et une arête ici, et sur tout le contour. Moi, je voudrais que ça soit un seul plan. Voilà, il y a des logiciels, par exemple, sur SolidWorks de base, selon les réglages, mais si vous faites ce genre de fonction symétrique, le logiciel va directement considérer que c'est un seul plan. Ici, il faut le demander à SolidWorks. Alors, il y a peut-être moyen de faire en sorte que ce soit systématique, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Et pour faire ça, on sélectionne la dernière fonction, et vous voyez que dans l'onglet Données, il y a quelque chose qui s'appelle Refine, et on peut passer le paramètre de False à True. On clique dans la clique gauche, par exemple, dans la fenêtre 3D, pour réactualiser, et vous voyez que maintenant, ici j'ai plus qu'un plan, ici j'ai plus qu'une face. Voilà, le modèle est un petit peu plus propre. Et bien maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, si vous vous souvenez bien, c'était d'ajouter les contours ici. Et si je reviens à ma pièce de référence, vous voyez, ça correspond à cette face ici, et à cette face de l'autre côté. Pourquoi pas? On a presque fini. Accrochez-vous, on va y arriver. Alors comment va-t-on créer cette face? Déjà, je vais à nouveau vous montrer les trois plans de référence. Donc je vais dans Origine, j'appuie sur ma barre d'espace après avoir sélectionné chacun des plans. Et bien là, il me semble logique que pour faire cette face supplémentaire ici, cette face un peu découpée, on va démarrer de ce plan de référence. Alors, on a le droit, le logiciel FreeCAD nous permet d'utiliser cette face et non pas le plan de référence pour créer notre esquisse. Mais je vous conseille vraiment, le plus possible, d'utiliser des plans de référence, d'autant plus quand là, ils sont déjà créés par le système. On a déjà abordé ce sujet dans d'autres vidéos précédemment, mais c'est vraiment, ça vous simplifie la chose, ça évite les bugs, ça évite les problèmes de dénomination topologique. Donc je vous conseille vraiment de faire vos esquisses plutôt sur les plans de référence que sur les faces. C'est toujours possible d'utiliser les faces, notamment si vous êtes sûr que votre modèle ne va pas être modifié. Mais voilà, si la bonne pratique, c'est plutôt d'utiliser des plans de référence. Je sélectionne mon plan de référence et je demande une nouvelle esquisse. Voilà, je suis bien dans le bon plan. Et pour créer cette esquisse, je vais utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle créer une géométrie externe. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution. Toujours pour éviter ce problème de dénomination topologique des éléments sous FreeCAD, il faut utiliser les géométries externes si, et seulement si, on est à peu près sûr que les arêtes, les points, les éléments externes qu'on va prendre comme référence existeront toujours malgré les modifications futures de nos pièces. Si vous utilisez comme référence une arête qui n'existe plus qui n'existera plus après une de vos modifications ou qui a une chance de changer de nom après vos modifications, ben ça risque de faire bugger complètement le modèle. Donc c'est quelque chose à faire avec une certaine précaution. Il faut comprendre le souci de dénomination topologique avant d'utiliser cette fonction. Je vais quand même le faire, plutôt que de recréer entièrement
une esquisse avec des références et peut-être lier cette esquisse à l'esquisse précédente avec un jeu de références, je vais utiliser quand même cette fonction qui va m'accélérer le process. Donc créer une géométrie de référence. J'ai besoin de certains éléments existants. Je pense que j'ai besoin de cette arête, également de ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça pourrait suffire. On verra. Si j'ai besoin d'autre chose, eh ben, je reprendrai d'autres références plus tard. Clic droit pour sortir de cette fonction. Mon pointeur redevient un élément de sélection. Et je vais maintenant utiliser polyligne ou polyline pour créer créer tout simplement le profil de mon esquisse. Vous voyez que je m'approche ici, coïncidence, je m'approche, on me propose une coïncidence, ça va très vite. C'est pour ça que les références ont été créées. Ici, pour l'instant, je ne m'embête pas. On verra plus tard qu'on peut le faire aussi, mais je ne veux pas faire trop compliqué pour l'instant. J'attends bien qu'on me propose les bonnes. Oh bah tiens, je peux faire ça même. Voilà. Voilà, on va faire ça. Clic droit pour sortir. Je vais effacer celle-là. Ah, elle m'a effacé la référence, c'est pas grave. Là, je vais sélectionner ces deux points et créer une coïncidence. Voilà, je vais recréer une petite géométrie externe. Voilà. Je sélectionne ce point, clic gauche, je sélectionne cette droite, je demande une contrainte point sur objet. Ok. Donc là, ça a été perdu. Je ne suis pas très bien pris, hein. C'est pas grave. Ça permet de voir qu'on peut rattraper un modèle quand on s'y prend pas bien. Je sélectionne ces deux points. Et voilà, je crée une coïncidence. Donc voilà, on a une forme qui ressemble à peu près à ce que je veux faire. Je vais quand même ici aussi sélectionner ce point et cette droite et demander point sur objet. Voilà. Maintenant, je peux faire la même chose ici. Ce point et cette droite, point sur objet. Très bien. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Il me manque les arrondis. Il me manque le parallélisme de cette droite et de celle-là. Et on sera bon, celle-là et celle-là. Les distances. Voilà, la distance entre ce point et ce point, par exemple. Allez, on est parti. On va d'abord commencer, comme on l'a fait tout à l'heure, par la fonction congé d'esquisse préservant les contraintes. Ok. Ici, voilà. Tac. Ici. Voilà, j'ai mes 4 congés. Super. Maintenant, j'ai fait un clic droit pour sortir de la fonction. Je vais imposer le parallélisme ici. Le parallélisme ici. Je clique 2 fois et je demande le parallélisme. Alors maintenant, on va essayer de faire en sorte que ce rayon et ce rayon ici soient identiques. Donc je pourrais imposer à cet arc de cercle un rayon de 25 mm, mais je peux aussi le faire de manière plus intelligente. Clic droit pour désélectionner ici, pardon. Plutôt clic gauche pour désélectionner cet arc. Clic gauche ici sur ce point, clic gauche sur ce point. Les deux points sont verts, donc sélectionnés, et je demande une coïncidence. Et comme par miracle, les deux arcs de cercle, sont maintenant les mêmes. Même chose ici, ce point et ce point sélectionnés. Coïncidence, et voilà. Et bien là, on est pas mal. On remarque que ici, je peux à la fois bouger la hauteur de cette ligne
et changer les rayons. On va déjà sélectionner avec des clics gauche les deux rayons et dire qu'ils sont égaux. Ça a un peu trop bougé. Ah, le rayon est beaucoup trop grand. On va lui imposer par exemple contrainte de rayon de... Voilà, contrainte de rayon automatique de... Essayons 10 mm. 10 mm c'est pas mal. 5 c'est peut-être suffisant. Double clic. Voilà, 5. Allez, ça ira. Et puis maintenant, il faut que j'impose la hauteur de cette ligne. Eh ben, je peux par exemple me mettre par rapport à ce point et demander une hauteur de... Qu'est-ce qu'on va mettre? 20 mm 25 mm 25. C'est pas mal. Et voilà. L'esquisse a l'air entièrement contrainte. D'ailleurs, c'est rappelé ici. Je peux fermer l'esquisse. Et utiliser cette esquisse pour faire une protrusion. Vous voyez, si je fais un clic gauche dans la fenêtre 3D, l'esquisse se désélectionne. Et donc, pour faire ma protrusion, je dois d'abord sélectionner l'esquisse et faire la protrusion. On va d'abord donner un nom à cette esquisse. Donc, je sélectionne esquisse, renommer, clic droit, renommer, et je vais l'appeler base. On va l'appeler base. Base parce que c'est sur ce plan, je pense que si on imprime en 3D dans cette direction, bah, ça sera la base. Voilà. Bon, c'est peut-être un nom pas très parlant. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas. Et je sélectionne base. Je demande une protrusion. Le logiciel me propose une protrusion dans ce sens, mais moi je veux plutôt une protrusion dans l'autre sens. Comme on l'a vu tout à l'heure, je demande inverser. Voilà. 10 mm c'est trop. Hein, mon épaisseur. L'épaisseur que j'ai demandé, c'est 5 mm. Donc, on va s'arrêter là, à 5 mm. Voilà. Et voilà, on a créé donc cette protrusion de 5 mm. Je vais effacer, plutôt cacher le plan, je le sélectionne. Et comme tout à l'heure, le logiciel m'a créé différentes surfaces, des arêtes, etc. Et comme tout à l'heure, si on sélectionne la dernière fonction, on a accès ici, dans Données, à l'option Refine, et on demande True. J'appuie, clic gauche dans la fenêtre 3D, mise à jour, c'est magique. Le dessin est beaucoup plus propre, moins de faces, moins d'arêtes, etc. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait faire une symétrie. D'ailleurs, on le fera peut-être dans la prochaine vidéo. Pour faire l'autre face. Mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'au final, ce n'est pas une symétrie qu'on utilisera. Eh ben, j'espère que vous avez appris des choses. On a vu comment utiliser l'outil symétrie. On a vu aussi quelques fonctionnalités intéressantes de Sketcher. On a vu l'option Refine que je trouve toujours utile pour avoir des modèles plus propres. N'hésitez pas à vous-même refaire cette construction. C'est vraiment très efficace de le faire soi-même, beaucoup plus efficace que simplement regarder une vidéo. Donc je vous invite à faire vous-même toutes les manipulations qu'on a fait aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous êtes bloqué quelque part. Quelqu'un de la communauté ou moi pourront vous aider à avancer. Salut, je vous dis à la prochaine vidéo.